Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Bonsoir et bienvenue au 3e épisode de Betamax Break Room. Je m'appelle Xavier et toujours à mes côtés, Basile. Salut à tous. Alors Basile, pour ce 3e épisode, nous allons discuter, comme d'habitude, de 2 films. Nous allons commencer par Suspiria, de 1977, réalisé par Dario Argento. Et puis notre deuxième film de la soirée sera Halloween 3, Season of the Witch, de 1982, réalisé et écrit par Tommy Lee Wallace. Alors, allons tout de suite dans le premier film, Suspiria de Dario Argento. Basile, c'est un des piliers, l'un des monuments, je dirais, du film d'horreur. C'est ça, de ce fameux genre qui s'appelle le giallo, dont tu pourras parler puisque je sais que tu es spécialiste de ce genre bien particulier. Et clairement, c'est un des films vraiment représentatifs de ce genre de film, je pense qu'on peut le dire. Et Suspiria est vraiment un très bon exemple justement pour s'initier à ce qu'on pourrait presque appeler un sous-genre dans le film d'horreur. Et qui a vraiment des caractéristiques bien particulières qu'on retrouve dans Suspiria. Alors justement, Dario Argento, c'est un peu l'étalon italien de l'horreur. C'est l'un de ces réalisateurs où on retrouve souvent, certaines personnes osent dire des clichés, moi je dirais plutôt des signatures. On peut remarquer dans chacun de ses films des petites notes, par exemple des bouts de verre qui tombent toujours dans les yeux. Et aussi les personnages principaux qui retrouvent des souvenirs, comme si à un moment clé dans l'histoire, des souvenirs se réveillent en eux et qui les aident justement à mieux comprendre ce qui leur arrive. Et justement, Dario Argento, donc l'étalon italien de l'horreur, ici nous montre bien sa passion pour le film d'horreur, dès le début de Suspiria. Et c'est là où, quand on saute directement dans le film, on est au milieu de la nuit, dans une tempête qui fait rage. Une jeune femme court en s'échappant de l'école Freiburg Ballet. On la voit dévaler en criant à travers les bois, illuminés par la foudre. Et là, on est vraiment dans une fresque de Dario Argento. L'horreur qui est représentée d'une manière très forte, très colorée. Très picturale, très graphique. Et c'est vraiment ces choses-là qui sont les points forts de Suspiria, de ce film. Très clairement, et comme tu le soulignais, c'est vrai que contrairement à d'autres films qui ont tendance à commencer avec un rythme très tranquille pour mieux basculer ensuite dans l'horreur, Suspiria, clairement, dès le départ, nous plonge dans son univers cauchemardesque. On n'a même pas le temps de s'acclimater, on est tout de suite dedans. Tout à fait, ouais, parce qu'au bout de 15 minutes dans Suspiria, si on se souvient du slogan de l'affiche, enfin peut-être pas nous, notre génération, on était un peu jeunes à cette époque-là, mais les générations d'avant qui se souviennent du slogan qui était « La seule chose plus terrifiante que les 80 premières minutes de Suspiria, c'est les 10 dernières ». Et là c'est vraiment quelque chose de vrai, parce que comme tu le précisais, au bout de 15 minutes dans Suspiria, on est dans un stress, on est en train de vivre une expérience profondément troublante. C'est ça, alors tu fais très bien de parler d'expérience, parce que finalement, là, on peut déjà le dire, c'est pas vraiment le scénario qui prime honnêtement, l'histoire même des fois est presque un peu lâche, mais même si je dis pas ça de manière péjorative, c'est que clairement c'est pas ça qui intéressait en premier lieu Argento, et là on est clairement justement pour vivre une expérience sensorielle et qui passe avant tout par l'image, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir beaucoup. L'image est extrêmement travaillée dans ce film. Exactement, ouais. Le scénario, franchement pour résumer, il y en a très peu, et de ce qu'il y a, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ce n'est en aucun cas un désavantage pour le film, car son humeur, le fait de voyager à travers cette aventure, c'est une expérience hyper intense. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui va être important pour lui, c'est avant tout de mettre en place une ambiance, et peu importe les explications, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ce qui est important, c'est vraiment avant tout de vivre le cauchemar. C'est même de vivre une expérience surréaliste. On est dans l'art de Argento dans ce film, et ça reste vraiment difficile de donner une idée globale de ce qui se passe, tellement que c'est innovant et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma.
Non, c'est vrai que c'est rarement poussé à ce point. Le côté purement formel, parce que là on parle vraiment que de la forme. On sait tout de suite qu'il sera absolument pas question de réalisme cru. Je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais si là on est à la fin des années 70, si on pense, j'en sais rien, par exemple à Massacre à la tronçonneuse qui avait fait parler de lui dans un tout autre genre. Là, on était justement dans vraiment un autre registre où on essayait de capter ce que pouvait être vraiment la réalité de ce cauchemar qui se passait dans la campagne des États-Unis. Là, c'est vraiment complètement l'inverse. On est dans un endroit qui est complètement fantasmé, qui est pas réaliste une seule seconde, mais c'est annoncé dès le départ. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il nous l'annonce. Ouais, justement, comme tu disais, Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu disais, en fait, cette ambiance de massacre, Texas Chainsaw Massacre. Le ton qui était donné à ce film, quand je le vois, moi, c'est un peu comme ces films. Bon, moi, j'ai connu ça un peu quand j'étais jeune. Les professeurs à l'école nous montraient des films en Super 8 qui étaient un peu des films préventifs du genre ne pas oublier d'éteindre la gazinière, de pas me parler aux étrangers dans la rue, et tout ça c'était filmé avec ces caméras qui donnaient un grain assez violent, et je trouve qu'on le retrouve dans ce film de Tobe Hooper. Il y a vraiment cette qualité qui était très proche du réalisme, et c'est ça qui marche dans ce film, c'est cette peur constante de Leatherface et de ce qui se passe. Et c'est vraiment le contraste, un énorme contraste entre ces deux films où Argento, c'est... Bon, je veux pas faire une comparaison sur le style artistique entre ces deux réalisateurs, je vais nommer donc David Lynch, mais Lynch, quand il réalise des films, il donne ce côté un peu une fresque, c'est une toile d'art, et les gens souvent comprennent pas que quand on voit ces films-là, souvent c'est pas pour trouver un scénario, une histoire passionnante ou un film, c'est avant tout comme si on visualisait une pièce d'art. C'est le fait de tomber dans cet univers, de voir toutes ces couleurs et comment ces personnages, un peu comme Alice qui tombe dans ce trou, et qui chute et qui se retrouve dans un autre univers. Voilà, on est vraiment transporté à travers une autre dimension, à travers un point de vue, un aspect qui a été décrit, produit par un réalisateur, par un artiste même. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement là, les repères qu'on va voir, ce sont pas des repères dans l'histoire. Au contraire, on va être complètement perdu là-dedans. Les repères, il va falloir les chercher au contraire du côté purement visuel. Et je pense évidemment en premier à cette fameuse dominante de couleur un peu pourpre qui est vraiment très très présente dans tout le film. Et qui est tellement mis en évidence qu'on peut que la remarquer en fait dès le début, et ça joue presque un peu le rôle de fil conducteur tout au long de cette expérience. Là, je vais pas dire cette histoire, justement, c'est une expérience visuelle, et on retrouve des éléments du début jusqu'à la fin du film, et notamment cette fameuse dominante colorée qui évidemment attire tout de suite le regard. On a une utilisation, je dirais même magistrale, des couleurs primaires par Argento. Les jeux, les scènes, les mises en scène sont baignées dans de la lumière rouge et vert criard. Et tout ça, en fait, c'est des actions qui ont été acquis avec la technologie du film Technicolor pour obtenir un peu ces effets à l'étalonnage et aussi à la production sur le plateau. Et ça donne justement au film une intensité hallucinatoire. Et alors justement, de plus en plus on discute de l'ambiance de ce film et de ce voyage. Je pense que Basile, là on va attaquer une deuxième partie qui est aussi importante que la première, c'est la bande originale. Ah oui, c'est ça. Alors je séparais même cette partie en deux. Je dirais que d'un côté il y a la musique en elle-même, et de l'autre côté il y a aussi tout le reste du traitement sonore, qui est vraiment très très important. Et alors là, ça me fait penser, je reviens en fait à la comparaison avec Massacre à la tronçonneuse. Dans ce film aussi, il y a une recherche sonore qui est vraiment très très poussée. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est pas du tout dans le même genre, mais il y a la même volonté de nous mettre dans un climat très malsain, qui n'est pas confortable. On est entre la musique et en fait le bruit blanc, entre ces deux mesures. Voilà, c'est tout à fait ça. Souvent, le son n'est pas censé être dérangeant. Au contraire, il est censé être plutôt confortable. À la rigueur, ce sera l'image qui va être un peu dérangeante parce qu'elle va sortir de l'ordinaire. Mais généralement, le son
c'est pas un élément qui est utilisé pour nous mettre dans une sorte de malaise, alors que là c'est exactement ce dont il est question. Les bruitages parfois sont vraiment complètement exagérés et même les dialogues sonnent très bizarres en fait, parce que toutes les voix paraissent complètement anti-naturelles, donc on n'a pas du tout l'impression d'un reflet de la réalité, au contraire, et en permanence voilà, on a ce sentiment-là de dans un monde vraiment très étrange qui ressemble pas vraiment à ce qu'on connaît, et le son joue un rôle capital là-dedans. On sent vraiment que les acteurs ont été entraînés, surtout la jeune Jessica Harper, qui joue donc notre personnage principal dans cette école de ballet, de danse allemand, si je me trompe pas, Fribourg. Tout à fait, Fribourg, ouais. C'est ça. Justement, cette musique composée, écrite par Argento et interprétée par Goblin. Et après, à la suite, une fois qu'Argento a remis donc la composition à Goblin, Goblin lui a proposé justement quelques petites idées, des choses à rajouter. Goblin, c'est un groupe de rock progressif psychédélique des années 70, italien. Ils ont qu'un seul album à eux en fait, qui sont pas une bande originale de film, qui s'appelle Roller. Sinon, 3/4 de leurs projets, ce sont souvent des bandes originales travaillées avec Argento. On a même un croisement avec Romero sur Zombie en France, en Europe, connu sous Zombie, mais en Amérique connu sous Dawn of the Dead. Où là, la version européenne du film a été prise en charge par Dario Argento. Romero, justement, lui avait mis dans ses mains le projet de Dawn of the Dead, et tout de suite Argento s'est dit là, il faut que j'aille chercher Goblin, je suis sûr qu'ils vont nous faire une composition excellente. Et en effet, quoi, je veux dire, beaucoup de ces films, beaucoup des films où Goblin ont travaillé sur la bande originale restent très mémorables. On garde des souvenirs tellement que les bandes originales sont impressionnantes, envoûtantes, et marchent parfaitement bien pour ce qui se passe dans l'action. Alors Basile, justement, en parlant de la bande originale de ce film, si on s'écoutait un morceau? Ah bah alors dans ce cas-là, il faut absolument écouter le thème principal qui est vraiment culte, si on peut dire. Interprété par Goblin.
Alors Basile, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que Argento a invoqué des démons, les a enfermés dans un studio d'enregistrement et les a laissés juste jouer pendant des heures et des heures. Oui, c'est tout à fait ça. Et effectivement, on peut avoir cette impression là du mal laissé libre finalement pour donner libre cours justement à toute son horreur, à toute sa bizarrerie. C'est ça, on sent qu'il s'en donne à cœur joie. On est complètement comme envahi finalement par ces mélodies étranges qui on retrouve pas du tout la musique cliché de ce genre du film d'horreur avec par exemple des violons d'Hitchcock ou autres, encore que Hitchcock serait un peu à part, mais là il y a vraiment un côté qui sort de l'ordinaire encore une fois, hein, et c'est pour ça que la musique marche si bien avec l'image, c'est que l'image sort de l'ordinaire et la musique aussi, du coup on a une forte association des deux. Et le film, on ne peut pas l'oublier, même si on s'est senti parfois un peu largué par ce scénario un peu sinueux. De toute façon, on retiendra forcément les images et cette musique si particulière qui l'accompagne. Dans la musique, comme tu dis, tellement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le genre d'horreur. Ici, on a carrément des cris déformés qui apparaissent occasionnellement, qui sont même pas dans un rythme composé. Donc ça ajoute encore plus sur l'envoûtement. On a aussi ces rires de sorcières, cette voix prolongée, profonde. Et ça devient facile de perdre le contrôle de ce qui se passe autour de nous, point de vue de l'audio. Alors dans une très bonne situation, car c'est ce qui se passe souvent avec les personnages principaux. Ils sont perdus, ils se perdent dans cette école à Fribourg, ils ne savent plus où ils vont. Et c'est là où la musique joue efficacement là-dessus. On a des cris de lamentation, des sifflements de vapeur qui sortent de temps en temps, et surtout avec ce bruit de didgeridoo diabolique qui vient ponctuer certaines séquences importantes du film. Basile, un truc intéressant à savoir et que je trouve vraiment professionnel et inspirant de la part de Dario Argento, le réalisateur s'était amusé à jouer à fond la musique sur le plateau pour influencer la performance des acteurs. Ah, ça c'est intéressant, j'étais pas au courant et c'est pas si étonnant finalement parce que parfois ils ont l'air tellement hallucinés justement. Bon, évidemment c'est le boulot des acteurs hein, de jouer vraiment les émotions jusqu'à leur paroxysme, hein, genre dans un film d'horreur par exemple. Mais là c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont plongés dans une ambiance vraiment particulière. Et ça ne m'étonne pas ce que tu dis, qu'ils aient été mis en condition de la sorte par le réalisateur. Comme disait le slogan, justement, les 10 dernières minutes du film sont très très fortes. Hein. Quand on a le personnage interprété par Jessica Harper qui se faufile dans ce couloir pour enfin découvrir la mère sorcière, on a tout ce bouquet final qui représente bien la force artistique qui a été mise dans ce film. Tout à fait, là on arrive dans le paroxysme visuel. C'est le bouquet final, c'est vraiment ce qu'on attend après un état de tension pendant tout le film. Là, la fin donne tout à fait ce qu'on pouvait attendre depuis le début, c'est-à-dire que ça se déchaîne complètement. C'est ça qui est important aussi, c'est avant tout ce film, c'est le premier épisode d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des Terra Madre, donc la trilogie des trois mères. Le problème, c'est que ça a vraiment jamais livré sur ses suites. Le deuxième opus, Inferno, réalisé en 1980, qui, malgré l'utilisation de divers éléments de l'univers, n'a pas pu accomplir autant de charisme que son prédécesseur. C'était vraiment, je ne dirais pas un échec, hein, parce que bon, un autre groupe a été utilisé pour la bande originale, forte, mais un peu plus standard au genre horreur. Et l'histoire, avant tout, était c'était pas l'un des moments forts, l'un des films forts de Argento dans sa carrière. On est très loin de Profondo Rosso ou Opéra ou d'autres films où il a vraiment su marquer le genre horreur. Et Argento qui a débuté sa carrière dans le giallo, donc le giallo en fait pour traduire facilement, on peut décrire ça comme le cinéma thriller pulp italien. Donc comme je disais, il a vraiment jamais tenu ses promesses. Et puis le troisième opus, la Terra Madre, donc le dernier opus nommé The Mother of Tears, la mère des larmes, réalisé par Dario Argento, qui
justement oublie un peu cette ambiance forte et va plutôt pour de la violence, pour du choc en fait, du gore. C'est bizarre, mais quand on regarde cette trilogie, épisode l'un à la suite, on se rend compte qu'il y a, je dirais, une qualité artistique qui se perd. Quelque chose qui disparaît, cette magie troublante d'horreur qui avait réussi à nous introduire le premier. C'est ça, je pense que le premier est unique en son genre, mais il n'avait pas forcément besoin d'être... il n'avait pas forcément besoin qu'on lui ajoute des suites, parce que c'est un objet tellement à part que il était vraiment impossible de refaire la même chose, quoi. Moi j'aurais trouvé ça sympa d'ajouter des suites, parce qu'avant tout l'histoire nous racontait comme on disait, le scénario très simple et un peu incompréhensible à certains moments, qui se veut de cette façon. On parle d'une mère sorcière, et le scénario justement voulait nous introduire donc 2 autres mères sorcières qui sont un peu ces 3 mères qui peut-être qui travaillent ensemble et qui justement essayent de trouver de jeunes filles et donc de les acquérir par magie noire pour les utiliser. Et pourquoi pas, moi je trouve que si on aurait pu nous montrer des suites du même genre, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant, surtout que le deuxième qui est sorti en 1980 aurait pu être une version un peu plus 80s du style Suspiria, du style Argento, avec une mise en forme années 80. Et puis le troisième opus, tu vois, qui est sorti en 2007, il n'y a pas si longtemps que ça, aurait pu nous montrer un peu l'utilisation, tu sais, de le HD, un peu des nouvelles techniques de montage, de traitement et même post-prod et production. Donc, j'aurais trouvé que ça aurait été vraiment sympa, un peu, tu sais, cette version des années 70, version des années 80, et puis après une version des années 2000. Il y aurait eu vraiment une trilogie intéressante sur un point de vue artistique, mais bon, je trouve qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a certains films qui ont des suites et qui sont vraiment pas nécessaires, mais je trouve que là, sur un point de vue, un aspect artistique, ça aurait été intéressant, Basile. Alors par la suite, Argento nous a présenté Phenomena en 1984, plus connu en Amérique sous le nom Creepers, avec Jennifer Connelly et l'acteur fétiche des films B, Donald Pleasence, qui combattait des papillons. Puis après, à un autre côté, il y a eu le syndrome de Stendhal en 96, qui était allé justement un peu trop loin pour les fans de Argento. Il y avait une séquence de viol dans ce film qui était justement un peu trop graphique, particulièrement marquant au niveau du mauvais goût, non seulement à cause de la scène, de ce qui se passe, mais aussi de l'actrice. Qui était jouée par sa fille, donc Asia Argento. C'était pas vraiment une actrice de ce calibre-là pour jouer cette séquence qui était demandée, ce qui abîmait un petit peu le film. Voilà, Suspiria, qui est donc, on peut le dire, un film vraiment très représentatif de ce genre bien particulier qu'est le giallo, avec ses codes, ses caractéristiques, et j'aimerais justement que tu nous en parles. Pour nous dire en quoi certains éléments sont vraiment bien reconnaissables, on les retrouve dans le film, et ils font que ce film appartient bel et bien à ce genre très très défini. Justement, ces codes du giallo, avant tout, on est dans un scénario basique, on va jamais dans quelque chose de bien élaboré ou bien écrit. On n'hésite pas justement, car c'est le but, on travaille plus en fait sur le visuel que le scénario. On traite souvent un tueur mystérieux, représenté seulement par des mains envoûtées de gants noirs en cuir, à la gorge de très belles femmes qui n'hésitent pas à les tuer avec une lame de rasoir. Et l'un des codes importants là-dessus, justement, c'est de montrer une violence graphique sur le meurtre, très important. Beaucoup de coupures au niveau du cou, ou de décapitation par des débris de verre, d'éléments en fait de structure, ou par le tueur qui va jusqu'au bout avec sa lame. Un autre code aussi qu'on retrouve, plus important, c'est ces cibles du tueur doivent être tuées au moment où elles sont le plus vulnérables.
par exemple en train de prendre un bain, une douche, en train de se balader dans la forêt, vraiment des clichés. Un moment où nous, dans le cinéma aujourd'hui, on se dit mais ferme ta porte à clé, qu'est-ce que tu fous à te balader dans les bois tout seul? Mais à savoir, c'est là où on met le personnage dans une ambiance et on essaye justement de créer cette atmosphère oppressante. Un autre point clé aussi important, qui est le plus classique et cliché du giallo, c'est justement une infinité de belles filles à poil, de nudité, de sexe, avec bien sûr de très belles actrices, casting très important là-dessus, on peut pas avoir justement n'importe quelle fille dedans. Et les fondateurs justement du giallo, on peut retrouver de très grands réalisateurs qui suivent ces codes parfaitement, comme Lucio Fulci, on a Riccardo Frezza, bien sûr l'un des maîtres, comme on vient d'en discuter pendant un moment, Dario Argento, et puis après d'autres un peu plus discrets comme Sergio Marino qui avait réalisé The Next Victim, qui justement avait pris carrément comme nom en Italie Next, avec un point d'exclamation. Donc voilà, le giallo c'est vraiment côté un peu pulpe de l'horreur, une touche européenne sur le cinéma de l'horreur. Et justement pour compléter la critique, Suspiria c'est avant tout, Basile, pour moi c'est une pièce d'art du 7e art. Très clairement, même si peut être au premier abord un peu désarçonné justement par ce côté un peu décalé presque du film. Là clairement il y a une recherche formelle qui est tellement poussée que on peut vraiment pas faire autre chose que se dire waouh, quelle maîtrise, c'est vraiment de bout en bout un film très étudié et c'est un plaisir pour les yeux et pour les oreilles en fait. C'est vraiment la séquence parfaite pour découvrir l'essence du film d'horreur. C'est ça, on peut le dire. Et maintenant, je te propose de passer à notre deuxième film. Justement, on va aller plutôt du côté américain pour la réalisation, avec Tommy Lee Wallace et Halloween 3, la saison des sorcières, Season of the Witch. Et on vous propose tout de suite la bande-annonce du film. Listen, he just walked up out of the rain. I swear to God, that's all there was to it. Did my father say anything to you the night he died? I don't know. Your father came into the hospital. I thought he was crazy, out of his mind. He's hanging onto a Halloween mask. He wouldn't let it go. And what he said was, they're going to kill us. All of us. And in a little while, he was dead. And I don't know what the hell is going on. I've been doing some detective work. I think my father ran into trouble somewhere between here and Santa Mira. Santa Mira, founded in 1887, Colonel Cochran converted it into a toy factory. You happen to know anything about this Cochran? He's watching you, friend, I guarantee you that. Where are they taking her? They're taking her to the factory. I've got nothing here to indicate there was ever a body at all. Operator, this is an emergency. They're gonna kill us all. Why, Cochran? Do I need a reason? I told her a good joke, and this is the best ever. A joke on the children. But there's a better reason. You don't really know much about Halloween. Halloween. Between the real and the unreal. The dead might be looking in. You've got to believe me! The last great one took place 3,000 years ago when the hills ran red. Witchcraft. To us, it was a way of controlling our environment. Stop! Stop it! The world's going to change tonight, Doctor. I'm glad you'll be able to watch it. And happy Halloween. Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home. Notre deuxième film de la soirée est Halloween 3, Season of the Witch, de 1982, réalisé et écrit par Tommy Lee Wallace, avec Tom Atkins, Stacey Neilkin et Dan O'Herlihy. Alors si vous voulez parler d'une suite vraiment mal appréciée,
qui revisite les possibilités de l'horreur, c'est sûr que Halloween 3 prend première place là-dessus. Halloween 3, c'est un peu l'enfant mutant rejeté de la famille. C'est l'un de ces films où soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et je pense que ce soir, Basile et moi, on va être un peu en désaccord. Moi, j'aime beaucoup ce film, ça tient une place vraiment importante, malgré que ça soit quand même un très bon film de série B. C'est pour moi un de ces films d'horreur, un peu une gemme cachée, une perle perdue au fond de l'océan. Basile, toi, qu'est-ce que t'en penses justement ? Alors pour ma part, j'ai pas vraiment été sous le charme justement de ce film de série B. Pour moi, il y a vraiment trop d'éléments justement qui laissent vraiment à désirer. Il y a un moment donné, même si on sent que le côté un petit peu carton-pâte est maîtrisé, là on dirait que c'est un peu encore au-delà de ça et qu'il y a plus tellement de contrôle et que c'est juste mauvais. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue à pas mal de moments dans le film. Alors justement, il faudrait qu'on replonge dans les années 80 pour comprendre un peu mieux l'époque où est sorti ce film. Donc qui peut oublier le spectacle grotesque du terrifiant Freddy Krueger, enfilé avec cette main rallongée de couteaux et d'objets tranchants, avec au poignet une jeune victime où il lui dit bien face à face « Je vais te manger ma belle et ton âme aussi ». Puis ensuite il y a eu Jason Voorhees, excursion imprudente de Manhattan, puis l'espace et même plus tard l'enfer. Ce film pour moi est à mon avis l'un des films d'horreur les plus injustement décrits dans les années 80. C'est à la fois une suite et un film d'horreur, mais que de nom. Alors Basile, justement pour discuter un peu plus de l'origine de l'idée, la création, ce personnage emblématique de l'horreur Michael Myers, venons-en aux deux créateurs, qui sont donc John Carpenter et Debra Hill. Alors à savoir, pour eux, la saga de Michael Myers a été vraiment terminée, à leur satisfaction, à la fin d'Halloween 2. Je sais pas si tu te souviens Basile, mais c'est l'une des suites les plus directes de tous les temps, avec les événements ayant vraiment lieu seulement quelques instants après la conclusion du premier opus. Oui, ça c'est pas tellement un truc courant, qui est vraiment une continuité quasiment parfaite entre deux films qui évidemment sortent à des moments très différents. Encore que on peut toujours trouver des exemples, pas forcément dans le cinéma d'horreur. Moi je pense par exemple à Retour vers le futur, où on a vraiment une continuité entre l'épisode 1 et l'épisode 2 par exemple, ou encore vraiment dans un tout autre genre, Rocky 4 et le 5 qui reprenait vraiment exactement la fin du combat du 4. Donc ça arrive, mais c'est vrai que c'est pas si souvent, donc ça mérite d'être noté au passage. C'est vrai que souvent les trilogies ou les sagas, les suites prennent toujours un laps de temps. Le plus remarquable par exemple celui d'entre Terminator 1 et 2, où on commence tout de suite Terminator 2 où John Connor est bien un adolescent. On saute ce gap qui permet aussi d'avancer, de créer un peu cette stabilité scénaristique pour le développement et le déroulement de l'histoire. Mais là, Halloween, justement, le but c'était vraiment de garder cette ambiance du slasher. Et pour ça, rien de mieux que de toujours mettre en jeu la vie de l'héroïne. Et quand tu crois qu'elle est sortie du danger, qu'elle peut enfin respirer, en train de se faire soigner à l'hôpital, c'est là où Michael Myers ressurgit. Alors, pour parler un peu plus justement de Michael Myers, pourquoi il ne figure pas dans cet épisode ? Naturellement, étant donné l'énorme succès des deux premiers opus, oui. les studios et les producteurs étaient vraiment désireux de continuer la franchise. Et l'idée était vraiment de tourner un troisième opus avec Michael Myers. Mais John Carpenter avait envie de créer une anthologie d'horreur, où chaque année, sur le 31 octobre, date de jour de fête en Amérique d'Halloween, de sortir un opus de la saga Halloween. Voilà, un petit peu comme les sorties de cinéma de la période de Noël, c'est un peu dans le même esprit. C'est ça, c'est de garder un peu ce thème emblématique d'Halloween, de l'horreur, et d'avoir toujours un de ces films qui sort chaque année, et qui n'est pas obligatoirement la suite de l'histoire de Michael Myers. C'est juste un autre thème, un autre sujet sur l'horreur. Et c'est pour ça que cet Halloween 3, c'était un peu le bêta-test, le premier essai, pour voir un peu ce que ça allait donner. Le problème, c'est que le public ne s'y attendait pas du tout.
À part la bande originale oppressante, composée par Carpenter lui-même, qui maîtrise parfaitement le synthé, il n'y a vraiment aucun rapprochement avec les 2 épisodes précédents, à part un petit clin d'œil au premier opus qui est diffusé dans une télévision dans l'arrière-plan, un peu ce petit clin d'œil de la part de l'équipe des props. Basile, justement l'histoire, qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors au point de vue purement du scénario, bon alors on est, je pense, on peut le dire, dans une histoire assez classique de cinéma de série B, c'est-à-dire un élément un petit peu loufoque finalement, avec cette histoire de casque avec des puces à l'intérieur qui permettraient de faire exploser la tête des enfants. Voilà, on voit bien qu'on est dans le côté vraiment tout à fait exagéré, à la limite du rigolo finalement, même si quand on va même si au fur et à mesure dans le film ce sera pas du tout dans le registre de l'humour, mais il y a vraiment ce côté complètement exagéré qui est typique finalement du cinéma de ce genre-là, quoi. Alors moi je trouve justement que le scénario série B comme il est va parfaitement bien avec l'ambiance d'Halloween. Avant tout Halloween, c'est la fameuse soirée à Salem en Amérique où on a brûlé les sorcières de la ville. Et là justement le scénario ne prend pas en compte des sorcières mais plutôt un warlock, donc un sorcier, qui bien sûr comme tout grand méchant souhaite tuer des petits enfants. Et le scénario justement de Tommy Lee Wallace exploite un peu ce thème, ce genre, en allant encore plus loin, en intégrant des éléments scientifiques, technologiques, mélangés à de la magie. Et c'est là, franchement, on a un scénario complètement dingue, très amusant, et qui nous permet justement de s'éclater avec ces fameux masques, la nuit des masques, où portant ces étranges créations au-delà de notre tête, le soir d'Halloween, les enfants commenceront à... Si je comprends bien Basile, c'est avoir des insectes qui sortent de la bouche, avoir la tête qui fond, deviennent fous et meurent dans des atroces souffrances. Voilà, alors c'est vrai que on retrouve justement cette exagération propre au film de série B, où en même temps, du fait du petit budget, finalement on peut pas non plus complètement prendre au sérieux ces scènes spectaculaires avec plein de sang et de détails supposés être dégoûtants. Finalement on peut toujours le prendre quelque part à la rigolade, parce qu'il y a ce côté un petit peu bricolé qui est quand même très très apparent, et évidemment l'âge du film renforce encore plus cet effet. Tout à fait, ouais, je pense vraiment la même chose. C'est vrai qu'il y a ce côté facilement fait, un peu, je dirais pas nanar, parce qu'on est quand même loin du nanar, mais un peu plus très très bon série B. Les effets spéciaux, je les trouve très passables, très amusants, malgré qu'on voit que c'est papier carton. Il y a quand même ce côté gore qui marche bien. Il n'y a pas le côté où on voit très bien que ce sont des objets de props, un peu de mauvaise qualité. On a peut-être une première séquence au début du film avec le super synthé de Carpenter où l'un de ces gorilles du grand sorcier attrape un mec qui a compris en fait l'utilisation des masques et lui écrase sa tête de ses propres mains. À savoir, dans cette séquence, c'est du jus d'orange qui est utilisé pour le fluide de la tête. C'est vrai qu'on est dans un délire un peu abusif des effets gore, mais bon, l'ambiance marche bien à cause du très très beau boulot du chef-op, qui justement n'éclaire pas à fond cette tête qui se fait écraser, qui laisse un peu ce doute dans la pénombre. Après, Basile, il y a une autre séquence que je trouve vraiment superbe, c'est, si tu te souviens, c'est quand la fameuse journaliste, qui est justement en train de faire un article sur l'usine qui crée ces masques, se retrouve dans sa chambre d'hôtel avec l'un de ces objets. Et elle y trouve une petite puce. Et quand elle décide de traficoter un peu cette puce, pour comprendre ce que c'est dans le masque, il y a ce rayon de lumière qui jaillit d'un coup, qui nous surprend et qui rentre dans sa tête. Coupure très rapide au montage. Et quand on revient sur elle, on voit en fait que son visage est en train de fondre de l'intérieur. Et qu'il y a une sorte de pétrole noir et des insectes qui commencent à sortir de ses orbites. C'est ça, donc moult détails gore. Mais comme tu disais, qui font aussi le charme du film, parce que au final on se rend compte qu'on est pas mal là pour voir ça, justement. C'est y a cette des ambiance ingrédients. Il y a une ambiance vraiment efficace, je trouve, sur toute cette séquence de gore. Ce n'est pas seulement
du gore qui est servi sur un plateau en face de nous. C'est un gore qui est traité, qui est raisonnable par rapport à son scénario, qui arrive vraiment à nous surprendre, et du fait qu'on apprécie ce qui se passe, où ça a une raison d'être. Et en même temps, ce n'est pas un gore où, si on a l'habitude des films gore, ce n'est pas un sort de gore qui nous fait tourner la tête. C'est plutôt quelque chose d'amusant à regarder et qui est plutôt, je ne dirais pas dans la rigolade, mais un peu en fait dans l'excès du film, ce qui est parfaitement dosé. Alors, par contre, là, je me sens obligé d'évoquer un aspect quand même qui m'a frappé assez rapidement dans le film. Laisse-moi deviner, le jeu d'acteur. Exactement, c'est ça. Là, tout de suite, on est dans l'ambiance. On sait que ça va pas être la course à l'Oscar. Pour être vraiment honnête, on dirait vraiment qu'ils rivalisent tous pour être le plus mauvais. Alors, entre le personnage principal et l'inévitable personnage féminin là pour le mettre en valeur et dont il va forcément tomber amoureux, ce qui va amener la scène de sexe obligée du film. Là on est vraiment dans le registre du sous-jeu, tout est exagéré, on se demande même pourquoi est-ce que pour le personnage principal ils ont pas pris la peine quand même de prendre quelqu'un qui tenait à peu près la route. Voilà. Alors à savoir, c'est que le personnage principal, Tom Atkins, c'est un acteur, je dirais pas fétiche, mais un acteur qui est vraiment un très bon ami à John Carpenter, qu'on a déjà vu dans New York 1997 et The Fog. C'est vrai que la prestation de Tom Atkins est un peu surjouée, mais franchement voilà ce que je ressens, Basile, je suis d'accord avec toi, et je trouve que c'est encore l'un de ces éléments qui ajoute du charme à ce film. Mais moi ce que j'ai l'impression de voir, c'est plein d'acteurs de soap, tous ces trucs comme Les Feux de l'amour, ou des équivalents de Dallas ou de Santa Barbara, qui justement ont réussi à dégoter une place dans un film d'horreur, et qui là se sentent obligés de jouer leur max, de faire ce qu'ils peuvent faire, de montrer en fait de quoi ils sont capables. Et le problème en fait, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de jouer dans des sitcoms, des petits trucs vite faits, qu'ils n'ont pas d'expérience pour ça. Et ça se sent tout de suite où c'est pas crédible, c'est plutôt rigolo. Bon, c'est pas super mauvais, je veux dire, c'est pas quelque chose où on se marre, quoi. Encore une fois, c'est pas un niveau de nanar, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le niveau qui est demandé par le film. Enfin, ce qui était voulu d'origine. Et moi, c'est justement ça qui m'a dérangé, c'est que j'arrive même pas à vraiment me dire que c'était très franchement un nanar du début jusqu'à la fin, ni que c'était... c'est-à-dire c'est ça finalement la patte Carpenter, et qu'on ne retrouve, à mon sens, pas tellement dans ce film-là. C'est que Carpenter arrive à maintenir cet équilibre très très fragile entre l'absence de moyens, mais en même temps une certaine crédibilité assez originale et justement difficile à obtenir avec un petit budget et des acteurs qui sont pas forcément toujours des acteurs de premier plan. Carpenter, lui, y arrive très bien, je trouve, mais là, dans ce Halloween 3, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un essai qui est un peu raté. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors juste pour parler aux auditeurs, en fait, on parle souvent avec Basile de John Carpenter, car c'est non seulement le créateur de la série Halloween, mais sur ce projet, c'est le producteur. Et c'est pour ça qu'on sent cette énorme influence sur la réalisation, je trouve, très Carpenter. Après, faut savoir, prouesse incroyable quand même pour ce film, parce que Basile a seulement été réalisé pour 2 500 000 $. Ce qui est vraiment rien. On peut non, dire. Mais aujourd'hui, on peut plus réaliser de films avec cet argent-là. C'est pas possible. Aujourd'hui, Encore que, on peut penser au budget du premier Rocky, succès mondial que tout le monde connaît et qui a été réalisé lui pour environ $1 million. Alors oui, forcément, il n'y avait pas de budget d'effets spéciaux dans le film. C'est ça qui fait toute la différence. Aussi, c'était 1976 et les studios voyaient les choses vraiment autrement à l'époque. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Le dollar n'a plus sa même valeur.
Et à l'époque, Basile, il n'y avait pas aussi toutes les hyper-productions que l'on fait aujourd'hui. Hein. J'ai envie de dire, c'est ça qui a pris le relais. C'est-à-dire que on n'a plus vraiment de petits studios qui dépendent encore directement à peu près de Hollywood et qui font toute l'industrie de la série B. Maintenant, on a davantage des réalisateurs indépendants qui vont avoir des budgets beaucoup moins conséquents que les productions hollywoodiennes, mais en même temps qui sont évidemment bien au-dessus de ce que pourrait faire un simple amateur. Alors, on rappelle qu'à sa sortie, le film s'est fait littéralement descendre par la critique d'une part, et par le public également, puisqu'il a été vraiment boudé dans les salles, on peut le dire, donc ça a été un vrai four. Ce qui est amusant, c'est de voir que le film a finalement pris au fil des ans une petite stature de film culte, alors toute proportion gardée quand même, mais il s'est constitué finalement comme une sorte de fanbase de gens qui ont voulu un peu réhabiliter ce film qui était vraiment considéré comme un film de merde, voilà, je suis désolé pour l'expression, et beaucoup ont trouvé que le film avait été vraiment injustement traité, et c'est pour ça qu'on pourra souvent lire des critiques sur internet qui ont à cœur de mettre en avant justement les aspects positifs du film qui généralement étaient complètement passés à la trappe et qui font que voilà, le film est quand même plutôt décrié, comme tu le disais en début d'émission. En fait, si on résume bien, on voit très bien que l'histoire de la saga Halloween, en fait, le public nous prouve bien qu'on n'acceptera pas un film sous la bannière d'Halloween qui ne comporte pas Michael Myers. Pour une raison vraiment petite et vraiment qui n'est pas aussi importante que ça. Il nous fallait tout de suite ce slasher, ce géant, ce golem indestructible poursuivant des adolescents. Et moi je trouve que c'est bien dommage car les suites de Michael Myers, Halloween 4, 5, H2O, même s'ils ont réussi à obtenir Jamie Lee Curtis dans le casting, ce sont des nanars de l'horreur. Il y a un très beau travail sur la production, mais après ce sont des films d'horreur qui ont des scénarios qui veulent absolument rien dire. On est dans la débilité de l'horreur. Après bon voilà, c'est mon propre point de vue, hein. Je sais que j'ai un ami qui adore les opus suivant le 3, qui justement déteste le 3e et qui préfère largement les opus suivants. Moi je trouve que c'est vraiment bien dommage car le sens en fait de créatif offert par Halloween 3 en fait était quelque chose d'innovant et un peu différent qui aurait pu permettre à pas mal de jeunes réalisateurs de pouvoir se faire découvrir en rentrant dans cette anthologie de l'horreur annuelle. Mais bon, malgré ça résonnait pas avec l'envie du public. Comme tu disais Basile, à l'époque ça a vraiment été considéré comme un échec, point de vue critique, mais aussi commercial. Et il a fini par être réévalué, vraiment le film qui s'est planté pour eux dès le début. Mais à travers le temps, voilà, il a été réévalué et... Alors Basile, fait intéressant, il y a actuellement une saga qui s'appelle Trick or Treat qui propose chaque année une histoire d'horreur tenant lieu tous les 31 octobre. Et c'est l'une des sagas d'horreur les plus acclamées de ces dernières années. Alors ce qui est amusant, c'est que en France, finalement, on a été complètement épargné. Enfin, épargné, c'est peut-être pas le bon mot. Mais enfin, en tout cas, on est passé complètement à côté de cette saga. Pour ma part, je la connaissais pas, par exemple. Et c'est là qu'on voit bien que malgré le fait qu'Hollywood fasse des produits très calibrés pour que l'on puisse vraiment les diffuser sur la planète entière et que de l'Inde à la Russie en passant par les pays d'Afrique finalement n'importe qui puisse consommer ce qui est un produit de masse, hein, je pense qu'on peut dire ça. Et par contre c'est drôle de voir qu'il y a quand même certains produits qui sont beaucoup plus culturellement marqués, comme par exemple ceux qui font référence vraiment à ce qui est un peu l'essence de la culture nord-américaine. Et je pense que on peut dire que ce film, par exemple, en fait partie. Cette série de films, pardon, en fait partie.
Alors justement, pour conclure sur ce troisième opus de la saga Halloween, moi je dirais, si vous l'avez raté, je vous invite à lui donner une deuxième chance. Pour moi, c'est un thriller passionnant, bien réalisé sur son côté d'ambiance d'horreur. Une ambiance vraiment non seulement horrifique, mais stressante et macabre, qui sont vraiment au rendez-vous. Pour moi, il mérite d'être vu au moins une fois par an par tous les fans du genre. C'est dit. Voilà, pour ma part, je le regarderai pas tous les ans, ça c'est une chose certaine. Je pense que le film mérite quand même d'être vu, ne serait-ce que parce qu'il représente une certaine époque finalement qu'on ne connaît plus. Ça fait quand même 30 ans. Et ce genre de film fait dans ces conditions-là, finalement, c'est une chose qu'on ne retrouve plus maintenant. Donc, ne serait-ce que par le côté historique, finalement, le film mérite quand même d'être vu. Quant à être revu, ça, c'est une autre histoire. Bah écoutez, sur ce, on vous dit à très bientôt. Passez une excellente soirée. Et on vous dit à la prochaine.